Cosa, agence de communication et e-commerce. On parle souvent du prix, c'est pas vrai. En fait, comparé à d'autres loisirs, c'est moins cher que les parcs d'attractions, les concerts, le théâtre, l'opéra, je t'en parle même pas. En fait, le prix d'une place, c'est moins cher que la plupart des loisirs. Et surtout, c'est une machine à souvenirs. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseil, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Adrien Chabal, directeur général d'Allociné. Adrien, bonjour. Salut François. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler donc d'Allociné, hein, ce géant du média dans l'écosystème Webedia. Donc on va pouvoir parler un petit peu. Donc tout le monde connaît Allociné, tu vois, ça fait partie quand je parle un peu à mes potes, à ma famille, etc. Souvent ils me disent, je connais pas, etc. Mais là, Allociné. Ils connaissent quand même. Alors, Allociné, tout le monde connaît, tu vois, c'est un peu, alors tout le monde connaît, on parlera justement, est-ce que les jeunes vraiment connaissent ça bien? En tout cas, ceux de notre génération un peu plus âgée, connaissent bien parce que c'est né bien avant l'internet grand public avec, je le mettais, le célèbre numéro de téléphone 40 30 20 10, qui était vraiment donc ce numéro de téléphone qui permettait d'avoir les horaires de séance à Paris puis dans la France. Donc ça c'est vraiment resté avec ce numéro assez simple et réussi l'exploit de rester 30 ans plus tard le point de passage obligé pour des millions de cinéphiles. Mais alors ça a bien changé entre ce numéro de téléphone et le site, puisque entre-temps il y a eu l'explosion du streaming, la nouvelle économie du cinéma qui a bien changé, les réseaux sociaux. Bref, comment une institution comme Allociné continue d'innover, c'est ce qu'on va voir avec toi, Adrien. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On va revenir, si tu veux bien, pour commencer un peu sur ton parcours. Je disais, tu es directeur général d'Allociné, ça fait 1 an et demi, quasiment jour pour jour, mais tu étais dans la maison Webedia depuis quelques années de plus. Je voulais mettre un bébé Webedia, mais c'est pas loin. Hein. Ouais, exactement, un bébé Webedia. Mais c'est vrai que je suis là depuis longtemps. Je suis arrivé avant le rachat d'Allociné par Webedia. Donc j'étais arrivé pour lancer l'offre divertissement du groupe Webedia. Donc à l'époque, on n'était pas connu pour le divertissement. Ça a bien changé. C'est quand même assez paradoxal par rapport à ce qu'on connaît maintenant de la boîte. Donc on a racheté plusieurs sites. Certains sont toujours là, comme Pure Média, qui est encore vraiment consulté par tous les professionnels des médias. Et puis on avait lancé un site cinéma à l'époque qui était tout petit comparé aux géants qui étaient déjà Allociné. Donc avec les dirigeants de l'époque de Webedia, qui était une petite boîte, on a réussi à convaincre l'actionnaire de racheter Allociné et on a intégré la team jaune et noir comme on l'appelle. Voilà, donc c'était il y a quelques années maintenant, c'était en 2013. Ouais. C'était un peu le petit Webedia qui rachète le gros Allociné. Ouais, le gros coup. Le gros coup, c'était toute une époque et c'était le point de départ ensuite de plusieurs acquisitions assez importantes pour le groupe Webedia. Donc il y a eu jeuxvideo.com, 750 grammes, les agences de talent, les départements e-sport, toute la production ensuite. Donc voilà. Moi j'ai eu plusieurs feuilles de route au sein du groupe. Je me suis occupé pas mal de la régie, même du gaming à un moment. J'ai développé des équipes de brand content social sur les plateformes, aussi des équipes de production vidéo, pareil, réseaux sociaux pour prendre les vagues de l'adbreak. Il y a quelques années, j'ai aussi dernièrement j'ai créé un trading desk centralisé pour le groupe. Donc voilà, plein de missions différentes, toujours proche du business, assez proche du business et du contenu parce que c'était aussi beaucoup lié aux réseaux sociaux et à la vidéo. Mais c'est vrai que je me suis jamais éloigné du cinéma. Donc j'ai fini par prendre la direction générale d'Allociné il y a 1 an et demi et je la partage avec un co-DG qui est Julien Drouet et que tu pourras recevoir aussi dans l'émission si tu veux avoir 2 visions différentes. La double vision, voilà. Exactement. Et c'était quoi alors le défi quand t'es arrivé il y a 1 an et demi? Qu'est-ce qui se passait chez Allociné qui fait que on t'a appelé? Déjà, c'est intéressant de rappeler pourquoi Allociné c'est une institution. Il y a vraiment quelque chose qui est incroyable autour de cette marque. Elle a été créée il y a plus de 30 ans. Pour situer, Canal a fêté ses 40 ans il y a pas longtemps. YouTube c'est 20 ans. Allociné c'est un peu le trait d'union entre les deux. Ouais. Allociné c'est
enfin, effectivement, tu parlais du service, le fameux 40 30 20 10, le numéro de téléphone. Alors pour la petite histoire, il existe toujours. C'est plus le même numéro. C'est j'imagine il a changé. Un 01 ou quelque chose c'est devant. un 09. 0,92 3 fois, mais ça marche toujours. Tu pourras faire l'expérience. Mais voilà, ce côté serviciel, c'est effectivement ce qui nous a défini au départ. Rendre accessible les œuvres, quoi. Trouver une séance de cinéma, regarder une bande-annonce, regarder toutes les informations sur un film, le casting, la date de sortie, la fiche technique, les notes, les news, l'âge recommandé. Voilà, toutes ces informations-là, en fait, elles sont disponibles au sein d'un écosystème qui s'appelle la fiche film et qui est vraiment conçu pour être clé en main, être 360 sur l'ensemble de l'information cinéma. Et c'est ce qui fait qu'on est, je pense, connu pour rendre accessibles les œuvres à la base. Mais par conséquent, on est très bien constitué en base de données et c'est ça aujourd'hui qui est clé pour émerger sur les moteurs de recherche et qui va continuer à pérenniser, je pense, la profondeur du média. Cette base de données, elle est hyper large. On a 200 000 fiches œuvres, donc de films ou de séries. Il y a 700 000 fiches personnalités, donc acteurs, actrices, réalisateurs, producteurs, etc. On a 850 fiches festivals, 2000 salles de cinéma qui sont référencées sur Allociné. Donc tout ça, c'est un poids dans les moteurs de recherche qui fait qu'on est la référence. On a tous fait l'expérience de chercher un nom de film dans Google. On va toujours tomber sur Allociné parmi les premiers résultats de recherche. Donc ça, c'est assez important. Et enfin, le troisième pilier du triptyque Allociné, le dernier chapitre, c'est le côté média. Donc, devenu un média par la force des choses. Donc, on a une équipe éditoriale, on produit des news sur le site et les réseaux sociaux. On a 20 millions de followers aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, bien diversifié là-dessus. On pourra revenir un peu là-dessus, mais effectivement, il y a une partie média. C'est d'ailleurs pour ça que je te reçois aujourd'hui. C'est plus uniquement un annuaire ou en tout cas un côté serviciel, quoi. Ça, c'est vraiment bien développé. Exactement, le côté annuaire d'Allociné, c'est un peu comme si tu disais Peugeot, ils font des moulins à poivre, quoi. L'activité, elle s'est beaucoup diversifiée. C'est vrai, mais pas que. C'est un peu réducteur. Voilà, en fait, on est né avec le téléphone, on a grandi avec Internet. Aujourd'hui, on continue avec la vidéo, les réseaux sociaux. C'est un écosystème Allociné. Il y a aussi des newsletters, des événements, voilà, toutes sortes de choses. En fait, on a toujours accompagné la manière dont les gens vivent le cinéma. Et l'autre jour, il y a un journaliste de la rédaction qui disait la mission d'Allociné, c'est d'être un site de rencontre entre le public et les œuvres. J'aime bien cette manière de voir les choses. Il y a un côté référencer les hommes, mais il y a aussi un côté guide culturel qui est hyper important, quoi. C'est assez unique au monde d'ailleurs, hein. Voilà, quand on discute avec des Américains ou d'autres pays, ils disent mais c'est génial d'avoir un média qui est aussi intégré, qui en fait est composé de Fandango, Rotten Tomatoes, IMDb, Variety, c'est tout ça clé en main au sein d'un même média. Donc c'est vraiment une exception française, quoi, si tu veux, qui coche autant, parce qu'effectivement pour moi, t'as dit, il y a les Rotten, les IMDb, mais il y a pas ce côté média peut-être aussi développé chez eux. Ouais, exactement. En fait, IMDb, c'est une base de données assez spartiate, quoi. Il y a pas de rédaction, il y a pas les séances de cinéma, donc c'est vraiment purement une base de données. Fandango, c'est un peu le booking du cinéma aux US. Tu peux réserver certains billets de cinéma sur cette plateforme. Nous, alors, on réserve pas les billets de cinéma sur Allociné, mais on référence l'ensemble des exploitants et des séances sur Allociné. Donc tout ça, ce côté clé en main avec l'ensemble de l'information, de la découverte jusqu'à la séance, c'est vraiment quelque chose d'unique. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spectateurs qui se connectent sur le média régulièrement. C'est entre 1 et 2 millions de visiteurs chaque jour. C'est aussi un média qui est fortement consulté, utilisé par les professionnels. Par exemple, les programmateurs chez les exploitants de cinéma, ils regardent Allociné pour discuter avec les distributeurs et les studios pour dire ton film, il a l'air assez haut, je vais le programmer dans ma salle parce que je l'ai vu sur Allociné. Côté prescripteur. Côté vraiment professionnel. Professionnel, plus que prescripteur. Puis même ceux qui font le cinéma, tu vois, les équipes de films, nous on aime bien se dire qu'on est le LinkedIn du cinéma parce que voilà, quand on reçoit souvent des mails un tel qui nous dit je suis deuxième assistant réalisateur sur tel court-métrage, est-ce que tu peux mettre à jour ma fiche Allociné s'il te plaît. Donc c'est génial, mais tu vois, c'est aussi voilà, c'est ce qui fait qu'on est une institution, donc on pense qu'on est plus qu'un annuaire du cinéma, bien entendu. C'était une bonne présentation et on va essayer de creuser chacun de ces trucs parce qu'effectivement tous ces sujets que tu évoques sont des sujets que j'ai envie de voir avec toi. Avant on finit un peu sur le quand tu arrives de diagnostic, est-ce qu'il y a une partie chez Allociné il y a 1 an et demi que quand tu arrives tu dis ça c'est sous-exploité et donc tu t'es dit tiens, il y a quelque chose un peu à creuser là-dessus. C'était quoi l'état quand t'es arrivé typiquement la partie éditoriale, donc le rôle de média d'Allociné, on l'a beaucoup accéléré ces dernières années. On avait déjà cet excellent référencement, et la marque était très identifiée. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des marques médias comme des valeurs refuges. Donc c'est génial d'avoir cette étoffe-là. Voilà, c'est très important. Mais exploiter un potentiel éditorial, c'est quelque chose, comme je disais, qu'on a beaucoup accéléré. Donc notamment l'écosystème social qui existait déjà, mais il y avait d'ailleurs déjà un savoir-faire sur la production vidéo, par exemple, chez Allociné, mais qui n'était pas forcément adapté aux plateformes
plateformes sociales. Donc on a créé les comptes TikTok, on a accéléré sur Instagram. Aujourd'hui, comme je disais, c'est 20 millions de followers. Il y en a 1,6 million sur TikTok, 2 millions sur YouTube. On a un canal dont je parle tout le temps, qui est le canal WhatsApp d'Allociné, qui voilà, quelques médias qui ont investi WhatsApp. On a 150 000 followers sur ce canal. C'est pas mal quand même. Bah, c'est pas mal pour un média et c'est assez engageant parce que tu peux réagir, tu sais, que par emoji sur WhatsApp. Donc parfois on a jusqu'à 20 000 personnes qui réagissent avec un emoji sur une question. Donc on voit qu'il y a une vraie communauté de cinéphiles. Donc pour répondre aussi à ta question sur les jeunes, elle est beaucoup sur les plateformes en fait. Et donc ils sont confrontés à la marque Allociné, même s'ils vont pas forcément au ciné. On pourra en parler tout à l'heure. Je sens que tu veux poser la question des jeunes et du cinéma. Mais... bien sûr, mais c'est forcément puisque vous êtes un peu au cœur de cette industrie. Avant qu'on plonge vraiment sur Allociné, je voudrais toujours un peu revenir sur sur Webedia dont le positionnement a un petit peu changé. En tout cas, l'organisation a un peu changé récemment. Et comment est-ce que ça s'inscrit justement Allociné dans cet écosystème global de Webedia? Bah effectivement, depuis l'arrivée de Christian Bonbrun, donc qui est le PDG de Webedia depuis bientôt 1 an, il y a eu pas mal d'annonces ces dernières semaines. Je pense que tu en as vu certaines. Donc Philippe Schmitt, notamment, que je salue, qui est arrivé parmi parce que je l'ai eu mais il y a eu beaucoup effectivement d'arrivées, de départs aussi. Et effectivement, on a renforcé pas mal de pôles. Donc déjà la régie, tu parlais de Philippe Schmitt. En fait, on recentralise l'ensemble de la régie. Donc on fusionne les équipes régie qui existaient auparavant sous la forme de captifs. On avait une équipe dédiée aux annonceurs captifs cinéma, aux annonceurs captifs du jeu vidéo. Bah tout ça, c'est transversalisé dorénavant dans une grande régie. Et c'est ce qui va nous rendre plus forts, plus visibles sur le marché. Donc ça, c'est la première grosse brique. Ensuite, toute la partie prod, on a réuni l'ensemble des activités de production au sein d'une même équipe. Les activités de production, c'est celle d'Elephant, qui est un producteur audiovisuel qui a été intégré au groupe Webedia en 2017, mais en fait qui aujourd'hui rassemble l'ensemble des activités de production, y compris celles qu'on avait chez Webedia, et ainsi que les labels de créateurs. Tout ça s'est fusionné au sein de la même équipe, sous la direction d'Emmanuel Chin. Donc grosse mutualisation de moyens, rationalisation aussi quelque part pour faire plus efficace en fait. En fait, pour pouvoir parler à toutes les portes, quoi. C'est-à-dire que tu vois, on a certains qui bossent avec des diffuseurs télé, d'autres avec des streamers plateformes, d'autres qui sortent des films de cinéma. Et puis côté Webedia, on avait un peu la fibre de la production digitale, donc des boîtes de prod qui sont créées autour des créateurs vidéo. Tout ça s'est fusionné au sein de la même entité. Et je pense que c'est très bien de centraliser tout ça pour faire converger les savoir-faire, les bonnes pratiques, les accès. Donc ça, c'est vraiment je dirais un symbole. Maintenant, on parle plus du groupe Webedia, c'est le groupe Webedia Elephant. J'ai vu ça effectivement. Je sais pas si c'est très récent. J'ai peut-être pas vraiment fait attention, mais ça a été fait là dans ces dernières semaines. On commence à communiquer sous cette nouvelle appellation parce que justement, on englobe l'ensemble de ces métiers. Christian, il parle souvent de Webedia Elephant comme d'une boîte de production. Donc c'est sûr que la production, elle prend de plus en plus de place dans ce qu'on fait. Et le fait de pouvoir tout rassembler, ça va aussi nous permettre de mieux premiumiser nos productions et de pouvoir s'adresser à des clients internes, donc nous-mêmes. Donc nos médias vont pouvoir bénéficier de cette capacité de production au premium et aussi des diffuseurs, comme je disais, les groupes télé, les streamers, etc. Et puis évidemment les marques, parce que quand on a la conjonction d'une régie forte et d'une antenne de production centralisée comme ce qu'on vient de créer, ça fait forcément des étincelles avec les marques. Ouais, j'imagine. Il doit y avoir quelques histoires. Sur le modèle économique, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je parle d'une petite anecdote. Ça fait partie de ces sites où tu dois accepter cookies ou t'abonner sur Allociné. Alors c'est une mini anecdote, c'est plus rigolo pour un peu introduire la notion du modèle économique d'Allociné. On dit souvent que ça vit de la promotion des films, donc vous êtes une belle plateforme mise en relation, donc des contenus, des films avec le public. C'est quoi le split du chiffre d'affaires aujourd'hui d'Allociné réellement? T'as raison, c'est vrai qu'on est bien identifié pour la promotion des films et c'est assez normal parce qu'on occupe une place centrale dans le parcours spectateur, de la découverte à l'achat, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est pas la seule ligne de revenus, la promotion avec les distributeurs. On a aussi d'autres annonceurs qui communiquent sur Allociné. Il y a aussi le brand content social, j'en parlais, les revenus sur les plateformes, la syndication, la vente de contenu, le partage de data en général. C'est-à-dire, en fait, vu la place qu'on occupe dans ce fameux parcours spectateur, on est capable en ouvrant le capot d'Allociné, d'avoir des signaux qui sont hyper intéressants pour l'industrie. C'est clair. Quand on croise, on montre souvent ce schéma, les courbes d'audience Allociné avec les courbes d'entrée cinéma du CNC, en fait, ces deux courbes, elles se superposent parfaitement. Quand le cinéma va bien, Allociné va bien, et vice versa. C'est pour ça que pendant le Covid, cette courbe-là, elle était réduite à 0, et la courbe du streaming, la consommation des séries et du programme télé sur Allociné avait explosé. Donc c'est assez logique. Et après le Covid,
on a eu un petit effet vertueux parce que les deux courbes se sont additionnées, donc on n'a jamais eu autant d'audience que maintenant. Ouais. Et du coup, pour en revenir à cette histoire de partage d'ouverture de capot sur nos données, en fait, un film, c'est une industrie qui est assez unique, le cinéma. Un film, on dit souvent, c'est un prototype. Chaque film est unique. Tu peux avoir un super budget, un énorme cast et te planter le mercredi matin sur tes entrées en salle, quoi. Donc c'est là où le digital, grosse prise de risque, ouais, quand même. Quand on prend un peu de recul, les films, les producteurs, les distributeurs, même les équipes de films, les auteurs, tout ça, ils prennent énormément de risques et en fait c'est un peu comme la bourse. Les succès d'hier ne présument pas pour les succès de demain. Bon, je sais pas si vous appréciez ce parallèle, mais grosso modo, c'est là où, enfin justement, comme on est un peu en blind dans cette industrie, c'est là où le digital et en particulier Allociné et le groupe Webedia sont intéressants pour partager des insights, des informations qui sont clés pour l'industrie, quoi. Par exemple, quand on analyse le trafic d'une fiche film et qu'on peut la comparer avec des films similaires qui sont sortis dans le passé, on peut voir si le film il va suivre une bonne trajectoire de bouche à oreille. Est-ce qu'il y a une attente autour de ce film? On a aussi la possibilité de cliquer sur des petits boutons envie de voir sur Allociné. Donc là, c'est pareil, quand on le met à l'échelle du site et de l'historique qu'on a, on peut prédire le succès d'un film carrément, quoi. Donc c'est une anecdote qu'on cite souvent, mais pour un petit truc en plus en 2024 qui a fait 10 millions d'entrées, qui était le film le plus vu en salle cette année-là. En fait, on avait les signaux faibles en amont parce qu'on avait cette pic de trafic un peu inédit sur la fiche de ce film-là et voilà, on a créé un bug tellement le pic était énorme qu'au final c'était juste que les signaux avant-coureurs étaient là et que c'est ce genre de choses qu'on peut. Et c'est hyper intéressant, mais à quel point vous pouvez le voir en amont? Est-ce que c'est un petit peu en avance et c'est bien, ou est-ce que c'est suffisamment en avance pour changer un plan média ou anticiper, etc. Tu vois, quelle est la valeur business derrière ça? En fait, le coup d'après, t'as raison, c'est de faire évoluer ton plan média, ta stratégie. Si on voit que telle bande-annonce, parce qu'aujourd'hui les distributeurs, grâce au digital, ils ont plusieurs déclinaisons de leur matériel, donc plusieurs bandes-annonces, par exemple celle-ci qui va cibler les jeunes, une autre pour les seniors, etc. Et s'ils voient que sur tel sous-cible, tel sous-ensemble de leur public, ils sous-performent, effectivement, ils pourraient corriger leur stratégie ou leur matériel créatif, si tu veux. Bon, voilà, ça c'est un schéma assez théorique. Il s'avère que, en fait, quand t'es dans ta campagne publicitaire, t'es un peu en départ lancé, donc c'est difficile d'exécuter ces petits ajustements en cours de route. Mais par contre, ça t'aide, voilà, à réinvestir un plan média ou à voilà, en tout cas avoir les signaux avant. Ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau grâce au digital. Avant l'émergence d'Internet, t'avais pas du tout ces signaux-là. C'était les sorties de, je crois, les quelques cinés le mercredi pour voir combien t'avais fait d'entrées sur les quelques cinés à Paris. Il y a toujours cette histoire. Il y a toujours. On va passer un peu sur Reddit, tu vois, des fois ils additionnent dans les 3 cinémas, genre Bercy, etc. Et ça donne un peu la tendance. L'enjeu d'accéder à l'information de la programmation des films en salle et ensuite des entrées dans ces mêmes séances, c'est un enjeu qui est assez compliqué. Le cinéma de ce point de vue-là est un peu en retard entre guillemets. Donc au sein du groupe Webedia, on a développé des outils pour justement permettre aux distributeurs, aux équipes de films d'avoir les entrées en temps réel. Ça s'appelle Box Office Live, ça s'appelle Showtimes Dashboard. Ça te permet d'avoir tes séances et tes entrées dans des dans des applications ou dans des dashboards pour justement essayer d'avoir l'information quand c'est utile. Pour en revenir au modèle économique sur cette partie data, donc là ce que je te racontais c'était plutôt en mode insight. Est-ce que mon film est sur la bonne trajectoire ou pas? Est-ce qu'il y a une attente en amont? Mais après, on peut utiliser en activation ces données. Donc, typiquement, Allociné, comme je disais, c'est une base de données, des communautés qui sont segmentables. Donc, on a une approche par genre de film ou par habitude de fréquentation dans les salles de cinéma, donc les fameux assidus, occasionnels, etc. Et on peut mettre ça dans des clusters d'audience et les toucher sur notre écosystème à nous, mais aussi à l'extérieur de l'écosystème Webedia. Donc par exemple, retoucher des spectateurs de cinéma sur Instagram, sur Meta, sur YouTube, sur les plateformes, quoi. Et même à vos partenaires, annonceurs, d'aller... Et même en télé, on a noué des partenariats avec des acteurs de la CTV pour pouvoir toucher des moviegoers, comme on les appelle, directement sur la CTV, quoi. Donc de créer des passerelles comme ça entre les médias. Okay. Après, donc toujours sur les marques, oui, et c'est vrai, on est très connecté avec les distributeurs de films pour faire la promotion des films en amont, pendant et après. C'est logique parce que c'est aussi beaucoup la promotion, elle se fait sur Allociné, donc rien que uploader une bande-annonce, avoir des informations sur le film, tout ça, c'est des informations que nous partagent les distributeurs. Mais voilà, comme je disais, aujourd'hui, la promotion, elle se fait également avec des marques. Donc quand tu vois Chanel ou Peugeot qui sont partenaires de cérémonies ou de festivals de cinéma, c'est quelque chose qui participe activement à la visibilité du cinéma. Donc pour te donner un exemple, le film La Femme de
ménage. Je sais pas si tu l'as vu, c'est l'adaptation du best-seller qui est sorti en décembre. Il y a 3 millions d'entrées, ça marche très bien. On a organisé l'avant-première pour une marque du groupe L'Oréal, l'avant-première officielle. Donc voilà, là ça participe aussi à la visibilité du cinéma et ça coche une ligne du modèle économique de Webedia. Et qu'est-ce qui est le plus en croissance là dans toutes ces lignes de revenus dont on a parlé? Alors l'économie est pas forcément au plus beau en ce moment très globalement, mais qu'est-ce qui tire aujourd'hui un peu la croissance d'Allociné? Tout l'écosystème social, il est de fait en croissance parce que c'est là où on continue de conquérir des audiences. Comme je disais, on a plein de canaux, on a plein aussi de tuyaux de contenu. Donc là, la partie brand content, la partie revenu automatique, elle est très intéressante, elle est en croissance. Après, elle se fait pas, c'est ça qui est intéressant aussi avec une marque forte comme Allociné, elle se fait pas au détriment de l'audience du site. On n'a jamais fédéré autant de public. L'audience du site est très forte sur l'application aussi et l'écosystème social est toujours en croissance. Après, c'est également une marque internationale. Donc le modèle Allociné, il a été décliné au Brésil, en Allemagne, en Espagne, au Mexique, dans différents territoires non anglo-saxons. On n'a jamais vraiment réussi en B2C à pénétrer le marché anglo-saxon. Et tout ça opéré depuis Paris? Non, il y a des équipes locales, parce qu'en fait, c'est le groupe Webedia qui s'est internationalisé et souvent, donc par exemple au Brésil, le spin-off d'Allociné, c'est Adoro Cinéma, c'est un des premiers médias entertainment à l'échelle du Brésil avec la population là-bas. C'est un média qui est vraiment énorme. Filmstarts en Allemagne, Sensacine en Espagne, au Mexique, voilà. Mais donc ça c'est vraiment la vision B2C. Et après, aux États-Unis, on a quand même des équipes qui ont développé des équipes à l'origine B2B parce qu'ils faisaient du service aux grands groupes d'exploitation cinéma, des systèmes de caisse, des sites, des tunnels de vente en ligne, etc. Mais ils ont développé un business assez incroyable autour de la data d'abord, puisqu'en fait, comme tu le sais, Allociné, c'est les horaires de cinéma. Mais on le fait pas que en France avec Allociné, on le fait dans une centaine de territoires dans le monde. On a racheté différents agrégateurs comme ça d'horaires de séances de cinéma. Et cette boîte-là, elle s'appelle Box Office Company et en fait, elle commercialise les horaires sous forme d'API, si tu veux. Sous forme d'API, si tu veux, mais aux géants du web, quoi. Google, Meta, Amazon, voilà, tout ça, tous ces acteurs-là se fournissent chez Webedia, Box Office Company / Allociné. Et demain, le défi, ce sera d'avoir le même genre de deal avec les moteurs de recherche, enfin les moteurs de l'IA générative. Ouais, exactement, parce que jusqu'à maintenant, ils ont pas montré qu'ils étaient très vertueux dans l'achat de contenu et tout ça. Tu m'étonnes. Mais en fait, voilà, c'est le coup d'après, c'est assez logique. C'est d'être là et d'être rémunéré pour ça, quoi. Ouais, exactement, parce qu'en fait, collecter, agréger les séances de cinéma à l'échelle mondiale dans une centaine de territoires avec des langues, c'est un travail démentiel, très complexe. Tu parlais de ce que tu avais vu sur Reddit avec le côté archaïque des horaires de cinéma. Un horaire de cinéma, parfois, c'est disponible uniquement par téléphone, par fax ou dans un journal. Donc, collecter à l'échelle mondiale tous les horaires de cinéma et faire la même chose pour le streaming et le programme télé. De petites moulinettes, de trucs qui vont scraper, machin, pour réussir à uniformiser tout ça dans des bases, ça doit être assez fou, quoi. Ouais. D'un point de vue tech, c'est un vrai challenge. L'IA peut nous aider. Voilà. Donc ça, c'est une équipe B2B et on a notre axe aussi business avec eux directement depuis Los Angeles. C'est la partie licensing avec les studios, donc les gros studios américains, donc Universal, Sony, Paramount, Lionsgate, nous ont donné l'accord d'exploiter leur catalogue pour diffuser des extraits de films, des trailers et parfois même des films complets sur les plateformes, donc YouTube, Facebook, Snapchat, etc. Donc c'est un modèle AVOD qu'on a pareil développé à l'échelle internationale, qu'on a aussi déployé en France à un moment beaucoup avec les producteurs télé. Ouais. On avait des contrats avec Banijay, avec les gros groupes de production audiovisuelle français pour en fait digitaliser des contenus télé, quoi. Ouais. Donc, proposer des programmes où tu peux acheter, consommer comme ça sur votre plateforme. C'est beaucoup du clipping, quoi. En réalité, on prend les meilleurs extraits et on les diffusait sur Instagram, TikTok, mais beaucoup aussi les plateformes qui monétisent. Donc l'adbreak, il est présent principalement sur YouTube, Facebook et Snapchat. Je t'apprends rien. Même si on essaye de faire plier ces géants plateformes, on finira peut-être par y arriver. Donc voilà. Et dans le modèle, les rapports avec les plateformes de streaming, est-ce que c'est devenu des gros clients? Vous restez un peu concurrent sur l'attention aussi, mais c'est quoi votre relation avec eux? Depuis l'explosion du streaming, en fait, ça a toujours été des partenaires. En fait, Netflix sont arrivés en France en 2014, donc dès ce moment-là, ça a été un
un client assez structurant pour Allociné parce que eux, ce dont ils avaient besoin, c'est de développer l'usage SVOD. C'était, en fait, on a oublié, mais il y a 10 ans, c'était pas si simple de capter le modèle de cet abonnement. Et puis, il y a cet algorithme de recommandation qui nous fait un peu peur. Puis, c'est quoi le binge watching et tout. Donc, nous, Allociné, on a contribué à installer cet usage. Voilà, c'était le brief. Qu'il y avait une rubrique Netflix dans Allociné. On expliquait les contenus, la marque et l'usage de consommation, quoi. Depuis le début, on travaille avec eux, donc beaucoup en médias, en brand content, aussi en événements. Ouais. Les plateformes de streaming et en particulier Netflix ou Disney+ ou HBO Max, ils sont très attirés par le côté événementiel des campagnes marketing, donc à la fois pour leur marque mais aussi beaucoup pour des programmes. Donc là-dessus, la force de frappe du groupe Webedia sur la production, sur l'organisation d'événements, c'est un différenciateur clé pour parler à des annonceurs exigeants. Tu peux proposer une Netflix. Grosse opération, un événement. Beaucoup fait, tu vois, des grosses vidéos avec des créateurs, des youtubeurs. Là, cette année, on a eu la privatisation des Champs-Élysées pour Squid Game avec Inoxtag. Bon, je dis cette année, mais c'était fin de l'année dernière. Enfin, celle d'avant. Ouais, mais c'est un bon exemple, quoi. Ouais, c'est un bon exemple. C'est un truc hyper événementiel. Tous les médias du monde couvrent ce type d'événement. Donc, c'est vraiment waouh. C'est une grosse prod. C'est les premiers créateurs qui sont sollicités pour ça. Donc, on est vraiment ravis d'accompagner les plateformes pour ce type d'OP. Là, dernièrement, pour Stranger Things saison 5, on a participé à l'opération au Grand Rex. On avait un live avec Joyka, qui est un des premiers youtubeurs en France, dans un univers, une scéno très spéciale dans l'Upside Down et tout. Il y avait un duplex entre le Rex et ce live. Enfin, c'est une énorme prod. C'est vraiment, c'est génial de bosser là-dessus. Ouais, j'imagine. Et donc voilà. Donc pour te répondre, les plateformes, c'est toujours des clients, c'est des partenaires, soit sur du stunt, de l'opération spéciale, soit sur des intégrations du média Allociné pour, voilà, parce que Allociné reste ce guide culturel qui va t'aiguiller dans ton choix de programme. Et ça, c'est un élément clé sur lequel on peut les aider. Leur enjeu à eux, c'est vraiment le churn. Donc, quand une plateforme se lance, elle a beaucoup de budget marketing, mais après, elle a moins de budget pour communiquer, forcément. Exactement. Et en fait, elle est confrontée au churn. Voilà. Ouais. Donc, c'est plutôt effectivement comment tu gères son churn. Ça se joue là-dessus. Petite question toujours un petit peu d'impartialité. À partir du moment où donc ce sont ces plateformes et les gros studios qui vous payent, comment est-ce que vous garantissez l'impartialité des critiques alors que c'est eux qui payent vos factures, quoi? Ouais, bah c'est assez simple, hein. En fait, tu peux pas acheter la note sur Allociné. C'est une note spectateur et une note presse. La note presse, elle est par définition indépendante, et la note spectateur, c'est pas une note de la rédaction. Donc jamais on va pouvoir dire parce qu'on a reçu un chèque de tel ou tel distributeur ou plateforme, ah bah tiens, ce film est génial, allez-y, on lui met 5 sur 5. Ça n'arrivera pas. Ouais. Et même l'ensemble du site est conçu de manière automatisée. On peut pas, il y a pas de choix de la rédaction. Il y a beaucoup de listes sur Allociné, des classements, par exemple les sorties de la semaine, c'est classé en fonction du nombre de copies du film. Ou quand tu cherches une séance, bah c'est l'exploitant, le circuit qui va avoir le plus de séances, qui va remonter en première position. Donc tout ça, il y a une indépendance de fait parce que ça remonte de manière impartiale et exhaustive. Voilà, tu vois, ça c'est le côté un peu base de données Allociné. On n'a pas du tout envie de rentrer dans. Enfin, si c'était possible de truquer la note, on serait mort. Ça se serait. Il y aurait vite des problèmes. D'ailleurs, il y avait eu des sujets. Un peu du review bombing, etc. Donc là, c'est pas de votre fait, hein, c'est plus des communautés qui parce que le film ne leur plaît pas, sont contre leurs idées, ont une armée de trolls et viennent en fait mettre des mauvaises notes tout simplement du film. Hein. Ça arrivait pour Toute pour une, ce remake avec des femmes sur les Trois Mousquetaires. Tu souris, je le dis mal, c'est pas ça ou Non, c'est ça, Toute pour une. Non, effectivement, t'as raison. Il y a parfois du review bombing sur des films. C'est pas un problème qui est propre à Allociné. Hein. Ça, non, c'est Internet. Hein, je souris sur ce film parce que il a fait très très peu d'entrées. Ouais. Je connais très peu de personnes qui l'ont vu. Donc moi, je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas, mais j'imagine que c'est un navet. Et c'est là où on a. Les notes étaient pas très bonnes globalement, même en dehors d'Allociné. Voilà, les notes étaient vraiment pas bonnes du tout. Là, il y a une conjonction de paramètres, effectivement, c'est que comme il y a très peu d'entrées et que le film incarne une polarisation du débat de la société, parce que là voilà, c'était une relecture du classique d'Alexandre Dumas, c'était pas des mecs, c'était des nanas, donc forcément ça plaît pas, j'imagine, certains mascus cachés derrière leur écran, donc effectivement on peut être confronté à ça. Donc déjà, premier point, la note sur Allociné, c'est pas une note arithmétique, elle est pondérée en fonction du score de confiance des utilisateurs. Donc utilisateur. Ouais, par utilisateur, en fonction de l'historique, du volume de notes, de l'écart type des notes, voilà. Donc si quelqu'un
arrive et crée un profil et met 0 sur 5 à un truc qu'il a même pas vu, bah, celui-là, il comptera quasiment... Poids, quoi. Voilà, il aura très très peu de poids comparé à des utilisateurs de confiance sur le site. Donc ça, c'est le premier truc, c'est pas une moyenne arithmétique. Deuxièmement, on a mis en place un certain nombre de mesures. Donc suite à certains films qui ont fait l'objet d'un effet de loupe, comme Toutes pour une, il y a eu aussi Avant que les flammes ne s'éteignent il y a 2-3 ans. Voilà, c'était un peu la même chose à chaque fois. C'est des films qui font très peu d'entrées et qui du coup font l'objet d'un review bombing de gens qui l'ont même pas vu. Donc pour pallier à ça, on a fait en sorte que la critique devienne obligatoire sur Allociné pour déposer une note avant que le film ne sorte. Donc en gros là, pour les films qui sortent, on est mercredi. Pour les films qui sortent la semaine prochaine, si tu veux mettre une note, t'es obligé de mettre une critique qui va expliquer dans quel cadre tu as vu ce film, avec 200 caractères minimum. Donc ça c'est pas mal aussi, si tu veux, en termes de barrière à l'entrée. Ça dans le cas de Toutes pour une ou des films comme ça, on monte un cran plus loin et on met un message d'alerte sur la fiche de film en disant attention, prendre avec des pincettes la notation sur ce film parce que la répartition de la note est anormale. Voilà, on a détecté, en fait on a des ratios. S'il y a plus de 50% de notes extrêmes, on sait que c'est une note qu'il faut prendre avec des pincettes. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Je te donne un exemple rigolo. Le film sur la tournée de Taylor Swift il y a quelques mois, elle avait un excès de 5 sur 5. Genre tous les Swifties se sont mis sur le truc. 5 sur 5, c'est un chef-d'œuvre, c'est formidable, 5 sur 5. Donc là, c'est pareil, on n'a pas envie que ce soit le meilleur film de l'année 2024, c'est ce serait dramatique Tour, quoi. En termes d'histoire. Pareil, ça déclenche les alertes, notation extrême, etc. Bon, c'est plus rigolo que dans certains cas. C'est moins grave. Mais toujours sur la note, là, on va mettre en place quelque chose d'assez structurant. Donc, je sais pas quand tu diffuseras ce podcast, mais on devrait annoncer là dans les jours qui viennent la note vérifiée sur Allociné. C'est un peu la dernière étape qui va nous renforcer là-dessus, si tu veux, c'est d'être capable de vérifier qu'un spectateur est réellement allé dans une séance de cinéma. Donc ça, on peut pas le faire tout seul parce que, comme je le disais, l'achat de billets, il se fait chez les exploitants, donc chez Pathé, UGC, CGR. Donc t'as pas de trace, toi, que nous, le mec est vraiment allé vraiment acheter un billet. Donc on était obligé de convaincre les exploitants que c'était un projet important. On a reçu l'aval du CNC pour subventionner cette initiative. Et voilà, l'idée, c'est de dire, si tu es client de tel exploitant, tu vas pouvoir valider que ta note sur Allociné est une vraie note. Voilà. Et à l'arrivée, ce qu'on veut, c'est surpondérer ces noteurs vérifiés au sein du calcul de la note. C'est sur le même modèle que Rotten Tomatoes et Fandango aux États-Unis, qui fonctionnent de cette manière. Qui sont aussi avec une vérification derrière, en tout cas une pondération pour ceux dont ils ont pu vérifier l'authenticité. Exactement, c'était hyper simple pour eux parce que c'est la même maison. Donc ils se sont parlé entre eux, mais donc nous c'était en fait nous, donc les exploitants, ils sont pas au sein du groupe Webedia, donc c'est quelque part c'est une première mondiale, c'est assez unique, c'est la première fois qu'un média collabore comme ça avec des exploitants pour valider que les spectateurs qui notent sont de vrais spectateurs dans les salles. C'est hyper intéressant. Vous parlez comment? Est-ce que vous avez il y a un véhicule, il y a un endroit où vous parlez justement avec les producteurs, ou c'est des discussions comme ça impromptues que vous avez fait sur ce sujet-là? Ça, c'est un sujet qu'on porte depuis pas mal de temps. On a eu la chance qu'un circuit de premier plan en France comprenne l'enjeu et accepte de nous accompagner sur cette initiative. Et que ça fait, voilà, on compte sur l'effet boule de neige. Il y a pas mal de réseaux de circuits d'exploitants en France. Il y a 2000 salles, des gros circuits. Donc effectivement, c'est un enjeu collectif. Et c'est tout ce qu'on leur a présenté. Donc Ok, j'avais reçu Guillaume Boutin de Sens Critique ici. Je sais pas si tu avais écouté ce super épisode. Je t'invite à le faire. Je sais que tu écoutes des épisodes de Mediarama, tu m'avais dit. Tout à fait. Plaisir. Alors eux, ils misent vraiment sur la communauté, la recommandation pointue. Ils l'assument. C'est quelque chose. On en avait parlé longuement. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, ou est-ce que vous considérez que vous êtes plus mass market, il y a plus de monde, plus populaire entre guillemets, dans le sens positif, en fait, il y a déjà des features de recommandation sur Allociné. Ça commence par si vous avez aimé ce film, vous aimerez tel autre. Et il y a aussi une feature qui est super, mais qui est méconnue, qui est le macaron d'affinité. Donc, je sais pas si tu es client de ça. Non, ça je l'ai pas, le macaron d'affinité. Et quand t'es connecté sur Allociné et que tu as noté suffisamment de films, on va te proposer un petit macaron d'affinité pour d'autres films que tu serais en train de te projeter, de regarder si tu veux. D'accord. Et franchement, c'est assez bluffant. Je t'invite à tester cette feature-là. C'est vraiment intéressant. Ils se trompent rarement. Et c'est constitué pas uniquement avec le réal ou l'acteur qui joue dans tel autre film, c'est constitué grâce à cette fameuse base de données, si tu veux, avec les films, les genres, les tags, des facettes. On peut rentrer dans un niveau de granularité qui est très fort, les rom-coms des années 80 en Angleterre sous la pluie. Et là, il y a plusieurs films en fait sur ce sous-genre. Qui coche tout ça, tu le sais pas. Si tu en as aimé un, tu en aimeras peut-être d'autres. Quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres médias qui sont très positionnés sur une communauté pointue. Donc c'est le cas de Letterboxd, c'est aussi le cas de Sens Critique. Guillaume
Guillaume, je l'adore, on discute souvent. Et il y a aussi des communautés verticalisées sur un genre de film, sur le cinéma d'horreur, sur le cinéma, tu vois, c'est des trucs qui sont assez, que j'appelle verticalisés, si tu veux. Donc c'est là où nous, on a un positionnement plus large, plus mainstream, quoi, si tu veux. On pourrait dire multiniche aussi, parce que même sur des sous-genres pointus, du cinéma indépendant, à un moment, les spectateurs vont passer sur Allociné. Donc, quoi qu'on en dise... vous êtes un gros que vous avez des sous-genres que seul vous avez. C'est un passage obligé. En gros, tu peux te dire, je vais faire mon choix de film sur telle communauté, mais je vais quand même passer sur Allociné pour avoir des informations complémentaires sur le film, ne serait-ce que regarder la séance, acheter un billet, etc. Donc, on a fait des études qui montrent qu'on est vraiment très bien ancré dans ce parcours spectateur sur l'ensemble des étapes. Il y a sur différents items de la découverte à l'achat, la seule marque qui ressort à côté des plateformes, c'est Allociné, si tu veux. Ouais. Et en même temps, on est très puissant sur les plateformes parce que quand tu regardes quelqu'un qui va te dire, moi je regarde ma bande-annonce sur YouTube, il y a de fortes chances qu'il ait regardé sa bande-annonce sur la chaîne YouTube d'Allociné ou celle de Film Actu qui a 6 millions d'abonnés, qui est une des premières chaînes YouTube en France, toutes catégories confondues, et sur laquelle tu vas consommer que de la bande-annonce, et qui jouxte Allociné en fait. Donc voilà, tout ça pour te dire, oui, on est mainstream, mais en fait, on va répondre à un ensemble d'usages de la découverte à l'achat et sur du multigenre. On a lancé plusieurs labels d'ailleurs. Dernièrement, un label classique, mais on en avait lancé d'autres précédemment. On a un label qui est dédié, qui s'appelle Allociné Kids, qui est dédié aux films famille. À quel âge je peux regarder Interstellar ou Harry Potter. Ça, c'est un enjeu clé pour les parents. Donc, c'est à la fois un système de filtre sur le site, c'est aussi des contenus éditoriaux. Donc, voilà, ce sous-label Allociné Kids, il va t'aiguiller dans ton choix de film pour tous les spectateurs. Ouais. On a un label dédié au cinéma indépendant, Allociné les Indés. Donc là, c'est les films récents qui sortent et qui sont distribués par des distributeurs indépendants ou qui sont programmés dans des salles. Et donc, quand tu dis un label, c'est une question de filtre quelque part et un peu d'édito autour de tout ça. Il y a une brique produit, exactement. Ouais. Ça, c'est la partie filtre. Produit, je veux regarder tous les films à partir de 8 ans. Je suis en famille, je suis abonné à Netflix, Canal+, Disney+. Voilà. Ça, c'est tout un système de filtre sur le produit Allociné, sur le site et l'application. C'est aussi un label. C'est-à-dire que quand tu navigues sur les fiches films, tu peux avoir le petit label classique, par exemple. Et là, on a fait la liste ultime des films à avoir vus dans sa vie. Donc, c'est près de 2000 films pour briller en société. Et ça, c'était génial à travailler parce que Allociné, encore une fois, c'est une marque qui rassemble. Donc, on a rassemblé les films de patrimoine, les chefs-d'œuvre des auteurs, Kubrick, Truffaut, Hitchcock, mais aussi les grands classiques, les films cultes, quoi, si tu veux, les grosses comédies des années 80, du Splendide, des films qui sont devenus cultes parce qu'ils ont été diffusés le dimanche soir ou qui ont été échangés en VHS, tu vois, Dick et Neck, etc. Ouais, bien sûr. Le Père Noël est une ordure, voilà. Donc, c'est un peu deux baignures à Mission Cléopâtre, le cinéma de patrimoine et les films cultes. Et ce label rassembleur classique, il est super parce que tu sais que tu vas pas te tromper quand tu vas regarder un film classique, quoi. Ouais, mais ça d'ailleurs c'est dans tout ce sujet de recommandation, c'est un peu la clé, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est pas tant l'info, c'est le choix. Donc pour trouver tout ça, donc c'est la réponse, c'est ces labels. Et justement le public ne cherche plus aujourd'hui tant sur Google, mais il va aussi sur Instagram, sur TikTok, etc. Qu'est-ce que vous y faites vous concrètement? Comment vous adaptez un peu cette recherche qui se fait plus en fait sur les moteurs de recherche, qui viennent pas forcément sur Allociné? Il y a quand même. Il y en a encore, bien sûr. J'exagère. Mais c'est vrai que il y a en fait les réseaux sociaux. On parle beaucoup de TikTok comme d'une plateforme qui amplifie le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'il y a eu des exemples de films dont le succès a été beaucoup amplifié grâce à TikTok, parce que les gens, tu vois, créaient des contenus autour du film, se mettaient en scène avant-après. Donc c'était le cas pour L'Amour ouf, par exemple, l'année dernière. Nous, ça fait longtemps qu'on est présent sur les plateformes. Comme je le disais, notre compte TikTok, il a 1 600 000 followers, ce qui est beaucoup pour un média. On y fait des contenus d'information sur l'actualité, les films en salle, la reco streaming du week-end, et on remplit notre rôle de guide culturel à travers ça. L'enjeu, c'est d'être en amont, mais pas trop en amont, parce que même si on a beaucoup les infos en amont, c'est si t'es trop déphasé par rapport à la sortie, tu surfes pas sur la vague. Donc tout l'enjeu, c'est d'être dans le bon timing des phénomènes culturels, quoi. Ouais. Et typiquement sur Stranger Things, on a lancé un gros mag YouTube juste avant la sortie du premier volet de la saison 5, et on savait que là on allait bénéficier de cet effet de 3 volets de la série. Donc on a eu à chaque fois des petits pics d'audience sur ce mag YouTube. On est présent aussi différemment sur les plateformes comme Instagram ou TikTok, qui sont sur du contenu plus court et vertical. C'est d'ailleurs, ça me fait rire parce que le vertical, il y a 5-10 ans, c'était péché. Oui. Surtout par rapport au cinéma. Bien sûr. Cinéma, c'est philosophique. Bah oui. Tu vois. Là, on a quand même fait une inversion totale de la manière de regarder les contenus. Et effectivement, c'était un challenge pour le cinéma. Encore aujourd'hui, t'as des gros studios américains qui te fournissent un matériel en 16/9 que tu dois faire rentrer dans ton compte Insta, qui pourtant est complètement vertical. Ça existe toujours.
Toujours sur Instagram, voilà, on est présent sur les tapis rouges des avant-premières, on fait beaucoup d'interviews, on a un programme qui s'appelle Grand Écran, qu'on tourne au Grand Rex avec des personnalités cinéma de premier plan, on a fait Pierre Ninet il y a pas longtemps. Oui, avec cette belle séquence où il retrouve sa professeure de CM1. Je suis content que tu l'aies vu. C'est vrai? Ouais, c'était assez rigolo. Elle a bien tourné, ouais. La séquence était bien sympa. Et ça, en fait, c'était lors d'une soirée Club Allociné, on organise régulièrement des avant-premières où on fait venir le cast, en fait. Ça aussi, c'est un truc qu'on adore faire. Donc pour Gourou, le film qui sort, je crois, aujourd'hui, avec Pierre Ninet, donc il était là, on a tourné cette interview Grand Écran, puis après il y a un Q&A avec le public, et effectivement il a reconnu sa prof de CM1, donc c'était assez magique parce que c'était un moment d'émotion, ouais. etc. Ça a beaucoup tourné sur qui vient dans ces événements c'est tiré au sort, c'est l'inscription, c'est des membres du club, donc c'est des contributeurs actifs sur Allociné, c'est aussi des influenceurs donc qui sont présents sur les réseaux type Instagram, TikTok, des youtubeurs. Ça peut être aussi des personnalités, voilà. Mais voilà, c'est génial de pouvoir organiser ces rencontres avec les équipes de film. Là, je regardais ce matin une vidéo TikTok d'une personne qui disait j'essaye désespérément de rentrer dans le club, mais j'ai l'impression que personne m'a répondu et tout. Est-ce que un jour je pourrais être invité? Voilà, c'est les événements cinéma, c'est assez incroyable. La semaine prochaine, il y a l'avant-première de Marty Suprême. Donc là, on va envoyer des membres du club au Grand Rex pour l'avant-première officielle. Donc soit on organise nous-mêmes ces avant-premières, soit on se greffe sur des avant-premières, beaucoup pour les Américains. Par exemple. C'est vraiment dans l'air du temps. Enfin, tout ce qui est expérientiel, tu vois, des Airbnb, etc. On cherche un peu des choses uniques. Donc, ouais. Alors effectivement, le cinéma est en crise. On en parlera un peu juste après. Mais ce genre d'expérience où tu rencontres l'équipe, je trouve que ça c'est bien dans l'air du temps. On fait, ouais, exactement. Et puis, on fait beaucoup de croisements. Donc, typiquement, là, les personnalités du cinéma à qui on fait rencontrer des créateurs du digital, si tu veux, ça, on l'a fait beaucoup aussi, des personnalités, des sportifs aussi. À Cannes, l'année dernière, on a organisé une rencontre, Jules Koundé et Spike Lee, si tu veux, devant les caméras d'Allociné. Donc, t'es vraiment dans un crossover incroyable avec ce type d'opportunité. Mais tu sens qu'il peut marcher. Je sais pas ce que ça va donner, en l'occurrence. Les deux étaient hyper fans l'un de l'autre, donc c'était très, très rigolo. Mais là, on touche aussi du doigt quelque chose qui est important pour Allociné en tant que média, c'est en fait la pop culture. C'est être présent sur ce champ éditorial-là, sur cette conversation permanente qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, tout le monde aime parler de cinéma, tout le monde a un rapport au cinéma, au contenu, aux séries. Et donc, c'est formidable de pouvoir adresser ça en tant que marque connue, identifiée, dont la vocation est de parler des films. Ouais. Voilà, donc on interroge de plus en plus des personnalités. Un tapis jaune, un peu ce que vous avez lancé sur Twitch. C'est un très bon exemple. Ouais, c'est un très bon exemple, mais même sur des interviews plus classiques, si tu veux, on va faire appel à des personnalités qui n'ont rien à voir avec le cinéma sur le papier. Donc là, on a interviewé Miki, par exemple, la chanteuse, qui nous parle de ses coups de cœur de films. On a aussi fait, ça c'était vraiment très drôle, on a interviewé SDM et SCH, donc, en marge de la série Nouvelle École sur Netflix. Et en fait, on leur a demandé les films de leur enfance. Et moi, je m'attendais vraiment à entendre Scarface, tu vois, les Scorsese et tout, les trucs vraiment un peu bad guy. Et en fait, de fil en aiguille, ils sont arrivés sur Rasta Rocket, sur les Disney. Et alors là, SDM, il nous a dit, moi, mon film culte, c'est Billy Elliot. Waouh! Et ça, celle-là, je l'attendais pas, tu vois. Donc forcément, la petite capsule YouTube Short, elle part dans les tours. Ça fait vraiment beaucoup de vues, beaucoup d'engagement. C'est formidable de travailler ça. Et ouais, Tapis Jaune, c'est une émission Twitch qu'on a lancée. On est allé chercher les créateurs de Rap Jeu, Mehdi Maizi et Guiran. On adorait Rap Jeu et moi, ça fait longtemps que je voulais lancer un quiz ciné. La ref ultime, c'est bien sûr Burger Quiz. Mais voilà. Donc là, on a fait venir des personnalités de l'internet comme le Floodcast, Adrien Méniel et Florent Bernard, et qu'on a croisé avec des talents du cinéma, et on veut continuer à engager comme ça autour du cinéma, parce que vraiment ce truc de pop culture dont tu parles, tu vois, on se croit presque dans un Combini, etc. à la belle époque, sur des formats. Combini, ils étaient connus pour des formats, donc ils étaient identifiés pour ça. Donc nous, on a un format là, par exemple, qui s'appelle le 30 secondes, où tu dois deviner un maximum de films en 30 secondes, juste avec une image du film. Et en fait, c'est assez, on met un peu la pression à l'interviewer à chaque fois au début du programme, parce qu'on dit le high score c'est 14 ce mois-ci, le high score c'est 14 films que la personne a deviné en 30 secondes. En fait, c'est hyper rapide, et on fait un peu comme au flipper, on remet les compteurs à 0 chaque mois, un leaderboard un peu différent. Voilà, donc Pierre Ninet, il l'a fait, il a eu 9, il était dégoûté, il dit non, je veux recommencer, etc. Jonathan Cohen, il était un peu, bon, il a fait 9 aussi, je crois, mais je crois qu'il a triché. Voilà, c'est typiquement ces formats-là un peu pop culture qu'on a envie de continuer à développer, toujours dans le sillage du cinéma.
Ouais, bah tout ça marche bien. Je le disais, je parlais un peu on parle de crise du cinéma. Hein. Alors j'ai absolument pas les chiffres en tête, mais eh bien, je vais te les donner. Bah voilà, si tu les as, je suis preneur. Mais si on doit faire le constat, les gens, et je pense que c'est le Covid qui l'a vraiment pas aidé, ne vont plus au cinéma. Les gens ont des grandes télés, ont des abonnements à droite à gauche, 1, 2, 3 abonnements, etc. C'est quoi toi ton sentiment quand même sur 2025, 2026, cette crise dont on parle? 2025, c'était pas la meilleure année en termes de volume d'entrée. En revanche, en termes de nombre de spectateurs, de Français qui se déplacent dans les salles de cinéma, en fait, c'est très bon. Ça, il n'y a pas eu de décrochage. Il y a toujours environ 40 millions de personnes qui se déplacent dans les salles. C'est juste qu'ils y sont allés moins de fois. D'accord. Donc c'est là où on dit souvent le cinéma c'est un marché d'offres. Si on leur avait donné plus d'opportunités d'aller voir des bons films, s'il y avait eu plus de cartouches, ils y seraient probablement allés plus. C'est une question de qualité. C'est une question d'offre. C'est un volume et c'est aussi une profondeur de genre et oui, effectivement, bien sûr, la qualité. Quand tu vois en 2024 un petit truc en plus, Monte Cristo, L'Amour ouvre, 3 films français à E3, 25 millions d'entrées. Ouais, oui, déjà. La qualité était au rendez-vous et le public a suivi si tu veux. Donc voilà, moi je pense pas qu'il y ait de crise du cinéma. Bien sûr, les usages ont changé, les plateformes de streaming sont là, mais les occasionnels, ils attendent toujours une occasion d'aller au cinéma si tu veux. Le cinéma, ça reste le meilleur loisir. Ouais. Le frein, c'est l'offre. On parle souvent du prix, c'est pas vrai. En fait, comparé à d'autres loisirs, c'est moins cher que les parcs d'attractions, les concerts, le théâtre, l'opéra, je t'en parle même pas. En fait, le prix d'une place, c'est moins cher que la plupart des loisirs. Et surtout, c'est une machine à souvenirs. C'est incroyable le cinéma. Je suis sûr que tu te souviens du premier film que tu as vu dans une salle de cinéma. Oui, c'était l'Histoire sans fin. J'étais genre en CM1, Génial. Tu vois CE2 ou CM1, l'Histoire sans fin. Et je suis sûr que tu te souviens pas. Je suis sûr que tu te souviens pas de la première vidéo que tu as vue ce matin sur ton téléphone. Non. Non, parce que c'est du scroll vertical. Bah ouais. Alors sur Reddit, j'ai ce truc que je ne mets pas sur les autres. Mais non, j'en vois trop et puis on les oublie instantanément. Et c'est ça qui est incroyable. Tu n'oublieras jamais ta séance de cinéma parce que c'est une expérience immersive, collective. T'es devant un écran. T'as pas ton téléphone justement, donc t'es complètement connecté à ce que t'es en train de vivre. Et c'est ça qui est formidable. C'est une expérience sociale, culturelle. Voilà. Moi, t'as compris, j'y crois, mais je suis pas le seul. C'est aussi les chiffres encore une fois sont là, à la fois sur la base du public 2025, surtout en France. C'est vrai que c'est peut-être là où le bas pourrait blesser, c'est que la France toute seule dans ce monde ne pourrait pas rester l'unique pays de cinéma. On a la chance d'avoir la mécanique du financement avec le CNC, avec les crédits d'impôt, les avances sur recettes, etc. En gros, toutes les entrées, y compris celles des blockbusters américains, permettent de financer la production en France, ainsi bien sûr que les chaînes de télé, il n'y a pas que le CNC. Ouais. Donc tout ça, c'est une mécanique super vertueuse que le monde entier nous envie et pourvu que ça dure. Donc voilà. Et surtout, quand tu regardes l'année 2026, avec les grosses sorties qui arrivent, ça va être une très bonne année cinéma. Donc il y aura on le sait déjà d'ores et déjà parce qu'il y a des blockbusters qui sont attendus. Il y a des énormes cartouches cette année. Il y a Avengers en décembre, il y a Dune 3, il y a Toy Story 5, il y a De Gaulle, Antonin Baudry. Avatar qui doit continuer un peu, qui allait faire un beau mois de janvier. C'est pas 2026, mais t'as raison, il est toujours en salle. Effectivement, il est toujours en salle. Les deux locomotives en salle, c'est Zootopie 2, Avatar 3, et tu vois, ils vont atteindre 10 millions d'entrées, ou en tout cas ils sont en chemin pour. Je te parlais de La Femme de ménage, il va atteindre 3 millions d'entrées. Mais voilà, derrière, on a Marsupilami qui va sortir dans quelques semaines. Je te fais le pari qui va faire 9 ou 10 millions d'entrées. Cet été, comme je disais, des énormes cartouches. Aussi, De Gaulle en 2 parties, Toy Story 5, je l'ai déjà dit. Il y a un Toledano Nakash, il y a un Spielberg, il y a évidemment l'Odyssée de Christopher Nolan. Ouais, bien sûr. Cet été, voilà. Beaucoup de gens attendent. Qui est ceux qui aiment Nolan. Je suis tellement hypé que je ne regarderai pas la bande-annonce avant d'y être. Il y a Super Mario 2. Enfin voilà. Ça va être une énorme année pour le cinéma, donc ça c'est très très cool. Donc une bonne année pour vous, tu le disais. Bonne année de cinéma, bonne année pour Allociné. En tout cas, je te parlais d'Insight, d'ouverture de capot. Nous on voit les envies de voir sur Allociné, le trafic sur les fiches des films, où on a fait un post Instagram en décembre, les grosses sorties 2026, il y a eu 150 000 likes, TikTok et Instagram additionnés. Enfin on a rarement vu ça en fait. Okay. Donc là, l'engouement pour la salle de cinéma cette année est très fort. Intéressant. Si on se projette un petit peu, à quoi ressemblera Allociné en 2030 ? Est-ce que tu seras toujours le DG ? L'avenir nous le dira. Je vais demander à Lia ce qu'elle en pense. Exactement, elle pourrait sortir plein de choses. Mais est-ce que ça va un guide TV 2.0, une plateforme de ticketing ? J'ai pas posé la question, j'aurais dû te poser la question pourquoi vous êtes jamais allé sur le ticketing. On n'a pas pu. C'est vrai que, en fait, on est dans cette position découverte et information exhaustive sur les séances, mais le dernier kilomètre de l'achat de billets, il se fera toujours chez l'exploitant. Là, c'est un peu tard. Je pense que les anciennes personnes qui étaient à la tête d'Allociné, je te parle d'une période il y a 10-15 ans, ont essayé d'ouvrir un truc de ticketing,
mais ne l'ont pas fait. En revanche, on a développé au sein du groupe, à travers Box Office Company dont je te parlais tout à l'heure, la plus grosse boîte, le plus gros provider d'informations de ticketing. Et donc là, on a l'information sur tous les showtimes dans tous les pays dans le monde, sur toutes les séances, dans toutes les salles. Et ce qu'on voudrait faire, c'est créer un moyen d'acheter le billet directement à travers des API qu'on pourrait mettre à disposition des plateformes, des agents IA, et qui pourraient être intégrés sur différents sites. Là, je te parle d'un business international. Je suis pas en train de dire on va déployer ça sur la France, pas du tout. On va rester là où on est sur Allociné. On continue à être une plateforme un peu qui dispatche vers les exploitants. C'est un rôle qui nous convient très bien. Mais pour répondre à ta question, avec le développement de l'IA, on pense qu'on a une place de choix sur le côté guide culturel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance d'avoir un lien avec les audiences. Nous, on entretient ce lien à travers la communauté, à travers les différentes audiences, les écosystèmes qu'on a sur le site, les réseaux sociaux. Et on sait qu'on est de plus en plus tourné vers une économie de la relation. On n'est pas uniquement dans une économie de l'attention. Les gens viennent regarder une séance, ils ont leur information, ils se barrent. Ce qu'on veut, c'est plus de gens qui vont se connecter sur Allociné, qui vont avoir une expérience personnalisée. En fait, on pense qu'on peut switcher d'un rôle de guide culturel à un rôle d'assistant culturel, justement grâce aux nouvelles technologies, parce qu'on a toutes les données, bases de données, tous les films qui sortent, tout le catalogue, films, séries, programmes télé, etc. On a toute l'information de disponibilité, les séances, les diffs télé, etc. La disponibilité sur les plateformes. Et demain, à travers le log, on pourra avoir l'historique de visionnage, les envies de voir dans les audiences, tu vois, les plateformes auxquelles ils sont abonnés. Et en fait, quand tu secoues un peu tout ça, t'as un guide culturel ultra parfait, personnalisé, ultra pertinent. Et qui est exhaustif, tu vois. On parlait souvent de l'algorithme de Netflix à un moment. Bah, eux, ils proposent que leur programme. Si la profondeur de catalogue, c'est la clé, bah, on a le meilleur algo, on a un meilleur algorithme que Netflix, si tu veux. Voilà, exactement. C'est d'être exhaustif et complet sur toute la chaîne qui va faire la différence. Et les gens ne se loguent pas aujourd'hui, se loguent peu? Si, ils se loguent, mais c'est un axe de travail assez important pour nous, notamment avec la nouvelle organisation. On veut renforcer nos capacités tech produits pour aller vers quelque chose de plus personnalisé et d'entretenir une relation avec nos audiences qui est plus forte pour rentrer dans cette fameuse économie de la relation. Ouais, très. Et après aussi ces nouvelles technos, il y a un enjeu de souveraineté qui est important, dont on parle peu, mais on va en parler en 2006 de souveraineté, je pense. Je vais pas te parler de politique, mais non, ma perception, c'est que les algos, c'est beaucoup des algos américains, bon à part Mistral. Toute la visibilité des œuvres françaises, européennes à l'intérieur de ça. Enfin, comment ton algo, il va te faire ta reco. À quel moment il va pousser des œuvres françaises. Je parlais du CNC tout à l'heure. C'est un enjeu, de souveraineté culturelle. Là, exactement. Et même la manière dont ils analysent les œuvres, tu vois. C'est pareil, parfois c'est biaisé, enfin pas tout le temps, mais en gros c'est quand même le fruit d'un raisonnement de quelqu'un qui est en Californie, anglo-saxon, qui respecte pas forcément la diversité, la profondeur de la richesse de ce que tu peux avoir dans toute la diversité culturelle qu'on connaît. Ouais, tu vois, on ne pense pas forcément tout ça, mais ça a un vrai sens. Donc, vous aimeriez pouvoir vous développer tout ça, ou en tout cas être hyper vigilant là-dessus. Bah, je sais que ce dernier point, il est important pour certains acteurs en France et en Europe, et enfin même nous en tant que citoyens, on doit se poser cette question. Comment, si demain je fais toutes mes recos avec ChatGPT, bah c'est super, c'est facile, mais déjà le lien qu'on entretienne les médias avec leurs utilisateurs, il est perdu. Et aussi d'un point de vue, comme on disait, presque démocratique. Qu'est-ce qui fait que ChatGPT va te pousser tel ou tel reco culturel à un moment? Ouais, c'est exactement. Ce sera des statistiques. Il regardera peut-être ce qui a marché, et en se basant sur le nombre de tickets vendus. Enfin, en tout cas, il y aura pas cette. Si c'est Elon Musk qui fait ta reco culturelle, je suis pas sûr que tu puisses regarder l'Histoire sans fin 3 quand il sortira bientôt. Non, exactement. Écoute, on suivra ça évidemment. Ça va être hyper intéressant. En conclusion, un conseil média. Donc, vous êtes un média thématique. Pour toi, c'est quoi le plus gros défi pour un média thématique aujourd'hui? C'est de faire plusieurs choses en même temps. C'est d'être agile tout en étant présent partout à la fois, quoi. Je vais le formuler comme ça. Aujourd'hui, l'écosystème digital, il est très vaste. Tu dois être présent sur toutes les plateformes vidéo, les réseaux sociaux. En même temps, tu as un site qui est ton core business. En même temps, tu as une application. Et en même temps, l'incarnation, le contenu vidéo, la production en tant que telle, c'est aussi quelque chose qui est très structurant. Donc si tu veux démarrer un média aujourd'hui, c'est difficile d'adresser l'ensemble de ces points à la fois, et quand tu es un média indépendant, je pense que c'est compliqué d'être bon en tout. Donc c'est là où
Allociné intégré dans une structure plus grande qui est Webedia, avec des facilités sur l'événementiel, sur la production, c'est génial. Et la difficulté pour un média, je pense que c'est celle-ci aujourd'hui, principale. C'est dur d'être indépendant et d'être sur toutes les plateformes, toutes les briques que tu as évoquées. Ça reste très compliqué, surtout sur des économies qui peuvent être un peu compliquées. Avant de te poser la dernière question qui est gimmick, je voulais juste, et alors ça peut être une question un peu marrante, combien vous avez d'abonnés? Je me rappelais tout à l'heure que si on refusait les cookies d'Allociné, ça proposait un abonnement. Alors c'est plus la question insolite. Je pense que tout le monde accepte au final. Mais est-ce qu'il y en a qui ont payé l'abonnement? Il y en a très peu. Je sais même pas le chiffre, mais c'est un repoussoir. C'est un repoussoir, bien sûr. On est obligé de faire ça parce que notre modèle économique qui passe par la publicité ciblée ou pas, mais on utilise des technologies, notamment celle de Google, pour vous êtes sur un modèle quand même globalement publicitaire, sous toutes ses formes. Et ça, tu l'as bien évoqué. Donc effectivement. C'est vrai qu'au début, on était un peu en avance de charge, mais là, je crois qu'il y a d'autres groupes médias, Prisma, TF1, Reward peut-être, qui font un peu la même chose que nous. Donc t'as ce fameux truc, est-ce que tu payes 2 € ou est-ce que tu acceptes à un moment donné? Non, mais no spoil, la majorité des gens ne s'abonnent pas en payant, mais il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a quelques milliers, mais c'est vraiment anecdotique. Ouais, non, la vraie, pour terminer, c'est savoir si c'est un truc cool à nous recommander. Alors évidemment, tu dois avoir beaucoup de trucs au cinéma, ça peut être ça plein si tu veux. Plein de films super chouettes à découvrir dans une salle de cinéma en 2026, mais là, il y en a un qui sort dans quelques semaines, qui s'appelle Marty Suprême, et qui est vraiment, je pense, la définition du cool. Déjà parce que c'est un film A24, qui est le studio le plus cool en ce moment aux États-Unis, qu'il y a Timothée Chalamet, qui est peut-être la personnalité la plus cool c'est clair. En ce moment, et la campagne promo, elle est hallucinante. Enfin, il a fait plein de trucs aux États-Unis, à Londres. Bientôt, il arrive en France. Donc, ce sera ça, Marocco, je pense. Vous allez faire des trucs avec eux. Je te dis, on a un club Allociné lors de l'avant-première officielle au Grand Rex la semaine prochaine. Donc, tout ça, tu peux en bénéficier, toi, à titre perso, j'imagine. Voir le film, tu veux dire? Non, on va profiter de voir tout le monde. Ou claquer la bise à Chalamet. Non, ça, non, il y a trop de monde dans la liste d'attente. Écoute, merci beaucoup Adrien pour ton temps. Merci d'avoir levé le capot un petit peu sur cette belle marque, cette belle machine Allociné. Et puis, écoute, on suivra tout ça. Et puis, un dernier message, c'est d'aller au cinéma, quoi. J'aurais pas pu mieux dire. Merci François. Merci Adrien. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Alors 5 étoiles au minimum, bien sûr. Et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com. François sans cédille, @justcosa.com. Ça s'écrit JUSTCOSA.com. ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.